Pour humilier la modeste femme de ménage, il avait organisé une parade de femmes riches devant son propre fils. Mais lorsque le garçon la désigna comme sa nouvelle mère, le millionnaire découvrit qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Élise était agenouillée dans un coin du grand salon, frottant le marbre blanc avec une petite brosse, quand elle entendit le claquement sec des talons résonner comme des coups de fouet sur le sol poli. Il était presque 18 heures, et elle avait déjà nettoyé ce même couloir 3 fois, simplement parce que les 5 candidates arpentaient l'espace comme si elles défilaient sur un podium. Au centre de la scène, l'homme d'affaires Antoine Dubois, dans son costume bleu marine impeccable, souriait comme s'il s'apprêtait à conclure un contrat. Sauf que, cette fois, la transaction concernait le cœur de son propre fils de 7 ans. « Allons, Léo, dit-il, la main sur l'épaule du garçon qui était assis sur une chaise bien trop grande pour lui. Tu les as toutes rencontrées. Maintenant, tu dois choisir. » Face à eux, Clarisse, Nathalie, Juliette, Solange et Florence, toutes vêtues de robes hors de prix, maquillées et parfumées, échangeaient des rires et des regards de compétition. « N'aie pas honte, » insista Antoine, d'un ton faussement doux. « Laquelle d'entre elles aimerais-tu » ? Pour nouvelle maman, silence. Le garçon les regarda une par une. Toutes lui sourirent, lui firent un signe de la main, certaines s'agenouillèrent même à ses côtés avec des phrases toutes prêtes. « J'adore les enfants. J'ai une immense maison avec une piscine. Je peux t'emmener à Disney dès demain. » Élise ne bougeait pas. Elle restait au sol, silencieuse, feignant de ne rien entendre. Mais le chiffon dans sa main était trempé de nervosité. Léo baissa la tête. Ses doigts tambourinèrent sur le bois de l'accoudoir de la chaise. « Allons, Léo !» La voix d'Antoine était maintenant chargée d'impatience. « L'une d'elles prendra soin de toi. Elle fera partie de notre famille. » Le garçon prit une profonde inspiration. Il tourna lentement le visage, et puis d'un mouvement bref, il pointa son doigt droit vers le coin du salon, vers Élise. Toutes les femmes se tournèrent, certaines rirent, pensant qu'il plaisantait. Antoine laissa aussi échapper un petit rire, surpris. « Elle ?» demanda-t-il sans cacher son dédain. « La femme de ménage ?» Léo hocha la tête. « Elle. » Le silence qui s'installa était si dense que même les talons aiguilles n'osaient plus bouger. Antoine se pencha, essayant de garder son sang-froid. « Léo, ce n'est pas le moment de plaisanter. » Le garçon leva les yeux et dit fermement « Ce sera elle ou personne. » Antoine ne répondit pas. Son visage resta de marbre pendant quelques secondes, comme s'il essayait de comprendre cette situation comme une faille dans le scénario qu'il avait lui-même écrit. Les 5 femmes échangèrent des regards déconcertés. Certaines essayèrent de rire, mais le malaise s'était déjà installé. Élise était toujours à genoux, la tête basse, les mains sales de produits d'entretien. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Clarisse en ajustant son collier coûteux. « Ah, c'est ridicule, » dit Nathalie d'un ton venimeux. « Il est juste un peu perdu, » tenta de justifier Antoine. « Il est intimidé par tant de choix. Un enfant ne sait pas ce qu'il veut. » Mais Léo ne semblait pas perdu. Il était calme, presque trop. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, il n'était ni recroquevillé, ni apathique. Il était décidé. 2 semaines plus tôt, le manoir Dubois se dressait au sommet du quartier le plus huppé de la ville, entouré de colonnes de pierre, de fenêtres en verre réfléchissant et d'un silence contrôlé. Tout y était poli, symétrique et distant. Même les voix. Élise arrivait à 6 heures précises. Elle entrait par l'arrière, vêtue de son uniforme beige et d'un vieux sac à dos. Son badge n'avait même pas de photo, juste personnel temporaire, services généraux. La règle était simple. Voir sans être vue, nettoyer sans laisser de traces. Elle y était habituée, mais c'est le 2e jour qu'elle vit Léo pour la première fois. Il était assis au fond de la bibliothèque, seul, lisant un livre tenu à l'envers. Elle ne dit rien. Elle balaya simplement autour de lui en prenant soin de ne pas le déranger. Alors qu'elle se retournait pour sortir, il demanda « Vous savez où est la page 27 ?» Elle sourit pour la première fois de la journée. « Oui, bien sûr. Tu veux de l'aide pour la trouver ?» Léo retourna le livre, honteux. « Je ne sais pas encore très bien lire. »
Élise s'approcha de lui, s'accroupit et lui montra du doigt où commençait la page. « Ici. Chaque mot est une porte. Il te suffit de frapper à la bonne. » Après cela, ils se croisèrent plus souvent. Dans le jardin, dans le couloir de la cuisine, dans l'ascenseur de service. Elle ne forçait jamais la conversation, mais ne l'ignorait pas non plus. Elle lui disait toujours « bonjour » avec gentillesse, lui demandait s'il avait mangé ou se contentait de sourire s'il était silencieux. Pendant ce temps, Antoine était absorbé par les préparatifs d'un événement qu'il appelait le « nouveau départ officiel ». Une sorte de présentation publique de son choix pour une nouvelle épouse, quelqu'un à la hauteur de l'image de la famille Dubois. Le critère, prestige, influence, capacité à maintenir le nom de la famille dans les chroniques mondaines et à gérer l'éducation de Léo comme un projet d'entreprise. Il engagea une consultante pour sélectionner 5 femmes de haut standing, toutes veuves, divorcées ou célibataires à la réputation bien établie. Le garçon a besoin d'un repère, disait Antoine, et la maison a besoin d'ordre. Quand Léo l'apprit, il ne dit rien. Il garda l'information pour lui, comme s'il avalait quelque chose de travers. Un dimanche matin, Élise ramassait des papiers sur le sol du grand salon quand elle entendit des sanglots provenant du renfoncement de l'escalier. En s'approchant, elle vit Léo recroquevillé derrière un rideau, le visage rouge. « Eh » dit-elle sans trop s'approcher. « Ça va ?» Il s'essuya le nez avec la manche de son pull. « Mon père veut que je choisisse une nouvelle maman. » Elle hésita. « Et tu n'en as pas envie ?» Léo secoua la tête. « Elles sont toutes trop brillantes. » Élise regarda autour d'elle. Il y avait des vases en cristal, des miroirs au cadre doré, des tableaux signés qui semblaient n'appartenir à personne. « Parfois, ce qui brille trop fait mal aux yeux, » répondit-elle. Léo la regarda, surpris, puis il demanda. « Vous avez un fils ?» Elle resta silencieuse une seconde de trop. Puis elle répondit. « J'en ai eu une classe entière. Pendant quelques années, j'étais institutrice dans une école publique. Et pourquoi vous avez arrêté ? L'école a fermé. Après ça, la vie a pris un autre chemin. » Léo ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. « Je vous aime bien, » dit-il en regardant le sol. « Vous ressemblez à ma maman. » Élise sourit, mais ses yeux s'emplirent de quelque chose qu'elle ne laissa pas couler. « Léo, ne dis pas ça. Je ne suis que la femme de ménage. » Il la fixa un instant. « Mais vous écoutez pour de vrai. » Le jour de la présentation, Élise ne voulait pas être là. Elle avait essayé de changer de service, prétextant un mal de dos. Mais Jean-Pierre, le majordome, lui dit qu'Antoine exigeait que toute l'équipe soit présente, car la maison devait paraître vivante. Alors, elle y alla. Elle passa le chiffon là où c'était déjà propre. Épousseta là où il n'y avait même pas de poussière. Elle évita de regarder directement le défilé de robes, de parfums et de sourires qui se déroulait au centre du salon, jusqu'à ce que son nom sorte de la bouche du garçon, et que tous les visages se tournent comme s'ils avaient vu une erreur dans le miroir. « Ça suffit, » dit Antoine, souriant aux invités comme si de rien n'était. « C'est juste un malentendu. Léo est fatigué. »« Pas du tout, » répondit le garçon sans crainte. « Je l'ai choisie, elle. » Les femmes commencèrent à se disperser, gênées. Antoine prit une profonde inspiration et se dirigea vers Élise. « C'est un coup monté, » murmura-t-il, d'une manière agressive et discrète. « Vous avez fait quelque chose pour qu'il vous choisisse ?»« Bien sûr que non, » répondit-elle sans se lever. « Jamais je n'aurais... » « Alors maintenant, vous vous écartez de lui, et vous disparaissez de cette maison. » « Compris. » Élise hésita. Pour la première fois, elle leva le regard et le fixa droit dans les yeux. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une voix retentit de l'autre côté du salon. « Papa !» Léo s'était levé de sa chaise. « Si elle s'en va, je pars avec elle. » Le salon se figea. Jean-Pierre, debout sur le côté, serra discrètement les poings. La tension était si épaisse qu'on pouvait la sentir dans l'air. Antoine regarda son fils, puis Élise. Pendant un instant, l'homme qui contrôlait tout réalisa qu'il était peut-être en train de perdre les rênes du seul être humain qui comptait vraiment. Élise ne savait toujours pas quoi faire. Elle était là,
debout, les mains sales de détergent et le cœur battant la chamade. Mais Léo ne flanchait pas. Il avait fait son choix. Et le jeu avait tourné, même s'il était encore trop tôt pour savoir qui en supporterait le poids. Les jours suivants, l'atmosphère au manoir du Bois était d'une gêne silencieuse. Les prétendantes n'étaient de pas revenues. Antoine n'abordait plus le sujet. Mais le garçon ne cessait de parler d'Élise. Au petit déjeuner, il voulait savoir où elle était. Au déjeuner, il se demandait pourquoi ils ne pouvaient pas manger ensemble. Le soir, il dessinait des scènes avec 3 personnes, lui, sa mère et Élise, avec un cœur rouge au milieu. Antoine faisait semblant de ne pas voir, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à le ronger. Élise ne fut pas renvoyée. Pas officiellement. Antoine la transféra simplement au service de nuit, loin de Léo, loin du salon, loin des yeux de ceux qui comptaient. Jean-Pierre remarqua la manœuvre, mais ne dit rien. Il laissa seulement des messages à des endroits stratégiques pour que le garçon ne s'étonne pas de la disparition de son ami. Au fond de l'office, en pliant des torchons, Élise soupirait en silence. Elle ne pleurait pas, elle regardait seulement ses mains. Des mains qui avaient déjà enseigné l'alphabet, tenues de petits crayons, essuyé des larmes d'enfants dans des cours d'école bruyantes. Des mains qui maintenant ramassaient les miettes d'un monde qui n'était pas le sien. Un après-midi, Antoine entra dans son bureau et jeta un dossier noir sur la table. « J'ai fait des recherches sur votre vie », dit-il sans détour. Élise ne répondit pas. Elle gardait les yeux baissés, nettoyant les coins de la bibliothèque. « Vous avez été professeur pendant 7 ans, diplômé en pédagogie, médaille d'honneur à l'université. Vous avez même eu un prix municipal pour un projet de lecture. » Il ouvrit le dossier, en sortit une vieille photo d'elle entourée d'enfants souriants. « Ça ne colle pas avec ça, » dit-il en montrant son uniforme beige. Élise s'arrêta. Seul le son de l'horloge murale emplissait l'espace. « Que s'est-il passé » demanda Antoine. Pas par empathie, mais par curiosité. Elle leva le regard pour la première fois. « J'ai fait confiance à qui il ne fallait pas. Le père de votre fils, je n'ai pas d'enfant. » Silence. Et cet homme, elle ferma les yeux une seconde. « J'ai épousé un homme qui disait soutenir mon travail. Mais il a utilisé mon nom pour contracter des prêts, à détourner des fonds du projet de l'école, à falsifier ma signature. Quand la police est arrivée, il a disparu. Moi, je suis resté. » Antoine s'adossa à sa chaise, croisant les bras. « Vous avez été poursuivi ?»« Oui, mais après 2 ans, j'ai été acquitté. Sauf qu'entre-temps, ma réputation était détruite. Plus personne n'a voulu m'embaucher comme professeur, ni comme secrétaire, ni pour rien qui impliquait la confiance. » Elle recommença à frotter l'étagère, jusqu'au jour où j'ai si bien nettoyé une pièce qu'on m'a offert un poste fixe. Antoine la dévisageait comme s'il observait une pièce d'échec qu'il n'avait jamais remarquée sur l'échiquier. « Et maintenant, vous allez utiliser mon fils pour redorer votre blason ? Je n'ai jamais utilisé personne. Il s'est attaché. C'est dangereux. Les attachements ne sont pas dangereux. Les fausses promesses, si. » Pendant ce temps, Léo faussait compagnie à la préceptrice engagée par Antoine pour lui enseigner les bonnes manières et le piano. Il sortait en cachette de l'aile principale et parcourait les couloirs de service, un dessin enroulé à la main. Il trouva Élise assise seule dans le réfectoire du personnel. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il, tout excité. Il lui tendit le papier. C'était un portrait fait au crayon de couleur. Lui, Élise et une femme aux cheveux dorés et aux yeux tristes. « Ça c'est ma maman, et ça c'est toi. Je nous ai dessinés ensemble. » Élise prit le papier, ne sachant que dire. Léo pointa le centre du dessin. « Ma mère m'écrivait des lettres. Avant de mourir, elle les a laissées à sa tante, mais mon père ne m'a jamais laissé les voir. » Élise fronça les sourcils. « Comment tu sais ça ?»« Je l'ai entendu. Un jour, il a crié au téléphone. Il a dit que des lettres sentimentales n'éduquent personne. » Le garçon soupira. « Mais je crois qu'il a oublié ce que c'est d'aimer. » Le soir, Élise resta seule à l'extérieur, près des arbres. Jean-Pierre s'approcha, lui apportant une tasse de thé. « Le petit sent votre absence, et son père ne supporte pas ma présence. Nous sommes donc dans une impasse. » Élise but une gorgée. Ses yeux étaient humides, mais fermes.
Je n'ai rien demandé de tout ça. Je voulais juste travailler en paix. Jean-Pierre regarda le ciel un instant. Il y a des gens qui, juste par leur existence, changent l'atmosphère. Vous n'êtes pas aussi invisible que vous le pensez. Elle le regarda. Antoine va me faire partir d'ici. Je le sais, peut-être. Mais si le garçon parle assez fort, peut-être que le père écoutera. Le lendemain, Antoine fit appeler Léo dans son bureau. « Mon fils, tu aimes bien Élise, n'est-ce pas ?» Léo hocha la tête. « Et si elle partait? Pourquoi? Parce que, parfois, de bonnes personnes doivent partir pour que d'autres bonnes personnes puissent entrer. » Le garçon resta silencieux. Puis, il fixa son père. « Elle ne veut pas être ma mère. » Antoine fut surpris. « Alors pourquoi insistes-tu? » « Parce qu'elle n'a pas essayé de me plaire. Elle m'a juste écouté. Et ça, c'était déjà plus que tout le monde. » Antoine resta figé. Le garçon sortit. Et l'homme d'affaires, pour la première fois depuis longtemps, n'eut pas de réponse. L'histoire avait changé de cap. Il ne savait juste pas encore à quel point. Le couloir de l'aile de service était plus silencieux que d'habitude ce matin-là. Élise marchait lentement, traînant son chariot de nettoyage comme pour retarder chaque pas. Depuis qu'elle avait été transférée au service de nuit, elle n'avait plus vu Léo. Mais ce jour-là, la nouvelle coordinatrice demanda du renfort pour organiser les chambres de l'étage supérieur. Et elle accepta, même en sachant ce qui pouvait arriver. En montant, le son de notes de piano maladroites s'échappait d'une des salles. Elle reconnut la mélodie, Clair de lune, de Debussy, mais avec des faux pas sur les touches. C'était Léo. Il était assis sur le banc du piano, seul comme toujours, pianotant avec plus de volonté que de technique. Élise s'arrêta à la porte ouverte. Il perçut l'ombre, se retourna, les yeux brillants. « Tu es revenu ?» Elle sourit, hésitante. « Juste pour aujourd'hui. Il manque du personnel. » Léo sauta du banc et courut vers elle. Il tenait un dessin dans ses mains. « J'en ai fait un autre !» dit-il en le lui tendant. « C'est nous au parc, comme celui où ma mère m'emmenait. » Élise prit le papier avec précaution. Il y avait des arbres tordus, un banc et deux petits bonshommes se tenant la main. « Tu deviens bon en dessin. Tu vas repartir ?»« C'est juste le travail, Léo. »« Mais tu avais dit que tu m'écoutais. » Elle baissa les yeux. « Je t'écoute, mais écouter n'est pas la même chose que rester. » Il fronça les sourcils. « Tu ne veux pas être ma mère ?» Élise prit une profonde inspiration. Ses doigts serrèrent le papier. « Ce n'est pas une question de vouloir. C'est une question de pouvoir. Je ne peux pas être ce que tu attends de moi. » Léo s'éloigna. Il retourna au piano. « Tout le monde s'en va. Toi aussi. » Élise voulut dire quelque chose, mais resta figée. La vérité était là. Elle aussi, elle avait peur. Pas du garçon, mais de tout ce qui venait avec lui. En bas, Antoine observait la scène par une caméra discrète installée en haut de la pièce. Il vit le garçon courir vers la femme, lui offrir quelque chose, et la femme refuser. Il esquissa un léger sourire. Il prit le téléphone et appela la préceptrice. « Je veux que Léo commence une thérapie. Dès cette semaine, il crée des liens inappropriés. » Le soir, Élise rangeait des chiffons dans le local de stockage quand elle fut appelée au bureau. Elle entra à petits pas, les yeux baissés. Antoine était assis derrière son bureau, un verre de whisky à moitié vide à la main. « Belle scène ce matin, » dit-il, direct. « Mon fils, essayant de s'accrocher à une femme de ménage comme à une unique planche de salut en pleine mer. » Élise ne répondit pas. « Et même là, vous avez refusé. Vous avez rejeté son affection. C'est cruel, même pour quelqu'un dans votre position. Je le protégeais. » « Ah, bien sûr, » rit-il, sarcastique, comme une bonne mère le ferait. Elle sentit le poids du venin dans ses mots, mais ne recula pas. « Je n'ai jamais dit que je voulais être sa mère. Encore heureux, parce que même si vous le disiez, vous ne le seriez pas. Vous êtes ici pour nettoyer, pas pour éduquer. C'est clair, non? Je connais ma place, monsieur. » Antoine se leva, marchant vers elle. « Alors j'espère que vous resterez loin de mon fils, où je n'aurai d'autre choix que de mettre fin à notre contrat. » Elle hocha la tête, sans lever les yeux. Mais en sortant de la pièce, elle sentit son corps plus lourd que jamais. 2 jours passèrent. Léo n'apparut pas dans le couloir, ne laissa pas de mots, ne vint pas dans l'aile de service. Il semblait avoir disparu du manoir.
jusqu'à ce que, le vendredi, Jean-Pierre frappe discrètement à la porte de la buanderie. On a trouvé ça dans l'escalier de service. C'était une enveloppe bleue, pliée, avec le nom d'Élise écrit au crayon de couleur. Elle l'ouvrit avec soin. À l'intérieur, il y avait 3 papiers, un dessin, maintenant une maison, avec un arbre et 2 bonshommes. Un cœur découpé dans du papier rouge mal fait, avec un coin manquant. Et une lettre. Les lettres maladroites disaient « J'ai essayé de ne pas t'aimer bien, mais je n'ai pas réussi. Tu me rappelles quand ma mère chantait tout bas. Elle n'avait pas de parfum cher non plus, mais tout le monde sentait quand elle entrait dans la chambre. Si tu ne veux pas être ma mère, ce n'est pas grave, mais s'il te plaît, n'arrête pas d'exister près de moi. » Élise s'assit sur le bord du grand bac, l'enveloppe sur les genoux. Elle ne pleura pas, ne sourit pas non plus. Elle resta juste là, en silence, sentant que quelque chose en elle commençait à bouger, quelque chose qu'elle avait enfermé depuis très longtemps. La même nuit, Antoine entra dans la chambre de son fils. Il trouva le garçon assis sur le lit, regardant le plafond. « Léo, il faut qu'on parle. »« D'Élise ? » ?»« Oui. Elle ne veut plus me voir, c'est ça ? Elle a compris que tout ça te faisait du mal, mon fils. » Léo hocha lentement la tête. « Tu l'as renvoyée ? » ?»« Non, elle est partie d'elle-même. » Le garçon resta silencieux un moment. Puis il dit « Tu me dis toujours de bien choisir. »« Bien sûr. Alors pourquoi ? Quand je choisis, tu m'enlèves mon choix. » Antoine déglutit. Tout ce qu'on choisit n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais parfois, ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui nous aide à mieux respirer. Le lendemain matin, Élise arriva à la buanderie comme d'habitude, mais elle trouva, collé à la porte, un mot sur du papier bleu. « Aujourd'hui c'est samedi, il y a du soleil. Si tu veux juste te promener, je suis dans le jardin. Léo. » Elle s'arrêta, regarda autour d'elle. Personne. Puis elle regarda l'uniforme dans ses mains. Elle laissa le chiffon sur la table et marcha lentement vers l'extérieur. Dans le jardin, le garçon était assis sur l'herbe, dessinant à la craie sur le sol en pierre. Quand il la vit, il sourit. Il ne dit rien, tapa juste la main sur le sol à côté de lui. Elle s'assit, lentement, et pour la première fois, elle resta. Sur la terrasse, derrière les rideaux, Antoine observait la scène. Il se mordit la lèvre inférieure. « Ça va mal finir », murmura-t-il, mais il était déjà trop tard. Le pont était en train d'être reconstruit, sans qu'il puisse l'empêcher. C'était lundi. Le petit déjeuner au manoir du Bois était plus agité que d'habitude. Antoine devait recevoir des invités importants pour une réunion d'affaires, et tout devait être impeccable. Élise était arrivée tôt. Elle nettoyait les marches de l'escalier principal quand elle entendit des voix féminines résonner dans le hall. « Mon Dieu, il ne se lasse jamais d'avoir bon goût », disait une voix. « Cette maison est digne d'un film. Si je vivais ici, je ne sortirais même pas pour travailler », complétait une autre en riant, et puis elle entendit « Il n'y a qu'une chose qui me dérange, cette nouvelle employée, celle en uniforme beige. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. » Élise ne tourna pas la tête. Elle continua à nettoyer, mais ses mains étaient déjà plus tendues. Les voix venaient de 2 des femmes qui avaient participé au défilé des semaines auparavant. Clarisse et Solange, invitées d'Antoine pour le café. Les 2 passèrent devant Élise sans même la regarder, mais Clarisse laissa tomber une enveloppe blanche intentionnellement. Elle s'arrêta et s'accroupit juste à côté d'elle. « Oups, c'est tombé », dit-elle d'une voix mielleuse. Élise ramassa l'enveloppe et la lui tendit avec soin. Clarisse sourit, faussement. « Merci, ma chère. Ah, j'aime votre style discret, très invisible. » Elle s'éloigna. Solange rit doucement. Élise se remit au travail. Mais dans sa poitrine, quelque chose était déjà différent. Ce qui n'était qu'un mépris silencieux auparavant semblait maintenant se transformer en provocation ouverte. Quelques heures plus tard, alors qu'elle lavait des chiffons au fond de la buanderie, Jean-Pierre entra, le visage tendu. « Il faut que vous voyiez ça. » Il lui tendit une feuille de papier imprimée. C'était une copie scannée d'un vieil article de journal. Une professeure soupçonnée de fraude dans un projet éducatif. Juste en dessous, une vieille photo d'Élise, souriante, tenant des livres. Le même visage,
mais plus jeune, plus plein d'espoir. Où avez-vous eu ça? Pas moi. C'est arrivé par email à l'administration. Expéditeur anonyme. Ça a déjà circulé parmi les employés. Élise s'assit lentement. Ils déterrent tout. Ils veulent vous détruire. Dans l'aile noble, Clarisse souriait en buvant un jus de fruits frais. Je voulais juste vous prévenir, Antoine. Je sais que vous êtes un homme de principe. Vous ne pouvez pas permettre ce genre de personne si près de votre fils. Antoine prit le papier qu'elle lui tendait et l'examina. Il lut sans réagir. C'est une vieille histoire. L'affaire a été classée. Mais la réputation, c'est comme du cristal, dit-elle, théâtrale. Une fois brisé, ça ne se recolle jamais parfaitement. Je vous remercie de votre sollicitude. C'est normal entre amis. Elle posa sa main sur la sienne, légèrement. Antoine ne la retira pas, mais ne rendit pas le geste non plus. À l'heure du déjeuner, Élise fut convoquée au bureau de l'administration. 2 gardes de sécurité se tenaient à la porte. À l'intérieur, l'avocat de la famille et la nouvelle chef des services généraux. Nous avons reçu une dénonciation sérieuse concernant votre passé. Une information non communiquée lors de votre embauche. Je n'ai rien caché. Personne n'a posé de questions. Ce n'est pas suffisant. L'affaire a été classée sans suite. Je n'ai pas été condamné. Mais l'image de la maison pourrait en pâtir. Élise resta debout. Elle serrait les poings, mais sa voix sortit, ferme. C'est personnel, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de propreté, il s'agit de statut. Évitons les discussions. La décision n'a pas encore été prise. Mais pour l'instant, vous serez affecté à l'extérieur, loin de l'aile principale. Vous me punissez pour quelque chose que je n'ai pas fait. Encore une fois, nous vous remercions de votre compréhension. Elle quitta la pièce d'un pas ferme, même si le sol semblait s'effondrer sous ses pieds. Plus tard, dans la bibliothèque, Léo attendait la préceptrice pour son cours de lecture. Elle ne vint pas. À sa place entra Juliette, une autre des candidates rejetées. « Ta préceptrice est malade, mon chéri. J'ai demandé à la remplacer aujourd'hui. Ton père a donné son accord. » Léo fronça les sourcils. « Je ne vous aime pas. » Juliette sourit, s'asseyant à côté de lui. « Tu ne me connais pas encore. Mais je vais t'apprendre des choses incroyables. On commence avec un joli livre. » Il se leva. « Je veux Élise. » Elle est occupée. « Non. On ne la laisse pas venir, c'est tout. » Léo. Vous mentez avec le sourire, comme les autres. Il sortit en courant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Élise était dans le hangar extérieur, nettoyant du matériel. Sa chemise en sueur lui collait au dos. Léo apparut à la porte. « On a dit que tu avais trompé des gens. » Elle se retourna lentement. Elle était fatiguée, sale, et ses yeux étaient plus tristes que jamais. « Je n'ai trompé personne, Léo. J'ai juste fait trop confiance à qui il ne fallait pas. C'est pour ça qu'ils veulent te faire partir? Oui. Tu vas les laisser faire? » Elle hésita. « Je n'aurai peut-être pas le choix. » Léo regarda autour de lui. Il prit un chiffon propre et le posa sur une caisse. Il s'assit. « Alors je reste ici avec toi, jusqu'à ce qu'il te laisse tranquille. » Élise s'assit à côté de lui. « Tu vas te salir. J'ai connu des jours pires. » Elle regarda le garçon et pour la première fois lui toucha la main. « Tu me crois? Je t'ai toujours cru. » Ce soir-là, pendant le dîner, Antoine réunit les employés pour les remercier du succès de l'événement avec les investisseurs. La plupart restèrent debout, attendant les ordres. Mais Léo entra par surprise dans le salon. Il portait un tableau qu'il avait fait avec des collages, des phrases et des dessins. Il marcha jusqu'au milieu de la pièce, posa le tableau sur la table principale et dit « C'est mon projet d'histoire sur ma vie. Et elle en fait partie. » dit-il, en montrant une photo d'Élise collée à côté de celle de sa mère, avec un cœur entre les deux. Tout le monde se tut. Antoine resta figé. Léo ajouta « Celui qui voudra la sortir de ma vie devra me sortir aussi. » Et il partit, laissant tout le monde sans réaction. Élise, qui regardait depuis la porte, sentit un nœud dans sa gorge. Mais elle tint bon. Elle n'allait pas tomber. Pas maintenant. Le tableau de Léo resta 3 jours au centre du grand salon. Aucun employé n'osait y toucher. Les visiteurs regardaient avec étonnement. Certains riaient même. Mais personne ne disait rien, pas même Antoine.
Il faisait comme s'il n'était pas là, mais chaque matin, en descendant pour le café, il détournait le regard, comme si le tableau était une fissure sur le mur parfait de sa réputation. Le mercredi, Élise fut convoquée pour une nouvelle conversation. Cette fois, seul Jean-Pierre l'attendait dans le bureau administratif. « Monsieur Dubois est en voyage. Il a laissé des instructions pour que vous soyez temporairement réaffecté au secteur extérieur, sans contact avec Léo. Pour combien de temps ? Ils n'ont pas précisé. » Elle hocha la tête, la mâchoire serrée. C'était la 3e réaffectation en 2 semaines. « Je vais tenir bon. »« Mais le petit, il demande de vos nouvelles tous les jours, » dit Jean-Pierre. « La nouvelle préceptrice a abandonné. Elle a dit qu'il n'écoute personne. » Élise sourit, sans joie. « Il écoute. Il ne supporte juste pas le mensonge. » En fin d'après-midi, alors qu'elle lavait les vitres de la verrière de l'annexe, Élise entendit une voix derrière elle. « Je peux vous aider avec ça ?» Elle se tourna lentement. C'était Florence Prado, la dernière des 5 prétendantes, la seule qui n'était pas revenue depuis le jour du choix. Elle portait un pantalon en lin, un chemisier léger et des lunettes de soleil accrochées à son col. Elle était visiblement déplacée dans cet environnement de travail. Élise fronça les sourcils. « Madame ? Florence. Juste Florence, s'il vous plaît. En quoi puis-je vous aider ?» Florence fit un pas en avant. « Je suis venue vous apporter quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais seulement si vous voulez écouter. » Élise hésita. « Vous pouvez parler. » Florence sortit une enveloppe de son sac, la lui tendit. « Ceci est l'agenda des rencontres entre les autres candidates et Antoine, avant et après le jour du choix. Ça inclut des montants, des cadeaux, des voyages, y compris qui a livré l'article de journal au bureau. » Élise ouvrit l'enveloppe, des papiers imprimés, des captures d'écran, des dates, des heures. Tout était organisé. « Pourquoi vous me montrez ça ?»« Parce que j'ai été utilisée aussi, comme toutes les autres. Mais vous aviez accepté. Au début. Puis c'est devenu une compétition malsaine. Mais ce qui m'a fait quitter le jeu, c'est de ne pas avoir accepté l'accord final. » « Quel accord ?» Florence croisa les bras. Antoine avait l'intention de signer un contrat symbolique avec celle qui serait choisie, avec des clauses d'exclusivité et des règles de conduite. Le fils faisait partie du package. Il a même envisagé que la femme signe une clause de maternité comme si elle était une gouvernante avec des avantages affectifs. Élise sentit son estomac se retourner. Il a essayé d'acheter une mère, il a essayé. Mais le garçon a tout chamboulé. Parce qu'il a choisi sans plan, sans logique, juste avec le cœur. Silence. « Et pourquoi me raconter ça maintenant ?» Florence soupira. « Parce que j'ai vu le regard qu'il vous a lancé quand vous êtes entré dans le salon. Et j'ai vu le regard de son fils quand il vous a désigné. Je n'ai rien à perdre. Mais peut-être que vous, si, je ne suis pas sa mère. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous avez juste besoin de rester près de lui. » Florence fit un pas en arrière. « Faites juste attention. Antoine ne perd pas facilement. Et il prépare déjà un autre coup. » « Quel genre de coup ? Le genre qui implique un avocat, une garde légale et un transfert inattendu. » Élise serra les poings. « Il va m'enlever le garçon ? Il va essayer de vous enlever à lui, forcer l'idée que vous avez une influence inappropriée, que vous lui embrouillez l'esprit, et qu'il a besoin d'un environnement stable, formel. » Élise ferma les yeux un instant. « Merci de m'avoir prévenu. Bonne chance. » dit Florence, avant de s'éloigner. Cette nuit-là, Élise se rendit à la bibliothèque. Elle savait que Léo avait l'habitude d'y cacher des dessins. Elle en trouva un nouveau, entre les livres. C'était un pont. D'un côté, lui, de l'autre, elle, et une corde reliant les deux. Au dos, une seule phrase. « S'il tire, je ne lâche pas. » De l'autre côté de la ville, Antoine sortait d'un dîner avec des avocats. « Je veux que les papiers soient prêts dans 3 jours, dit-il en resserrant sa cravate. Si elle interfère à nouveau, on dépose la requête. Sous quel motif ? Demanda l'un des hommes. Aliénation émotionnelle, influence indue, manipulation par carence affective. Et si le garçon réagit ? C'est un enfant. Il oubliera. Avec les bons jouets et la bonne femme, il s'adaptera. Il s'adapte toujours. Antoine monta dans la voiture et claqua la porte. Le chauffeur alluma la radio. Une musique douce remplit l'espace.
mais rien ne couvrait le son du pont qu'il avait lui-même brisé, sans s'en rendre compte. Le lendemain, Élise ne se présenta pas pour son service extérieur. Jean-Pierre la trouva assise au fond de la serre, parmi des plantes oubliées. « Vous allez fuir ? Je pensais partir avant que les dégâts ne s'aggravent. Et le petit, il a le cœur solide. Il tiendra le coup. » Jean-Pierre s'accroupit à côté d'elle. « Ce n'est pas lui que vous protégez, c'est vous-même. Je ne peux pas me battre contre des gens puissants. Si, vous le pouvez, mais pas seul. » Elle regarda l'enveloppe avec les documents de Florence. « Ça peut être une munition ou une arme de destruction. Ça dépendra de qui vous voulez protéger. » En fin de journée, Élise se dirigea vers l'avant de la maison. Elle était décidée à remettre sa démission. Mais en arrivant au portail, elle vit Léo assis sur le trottoir, avec une petite valise à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je m'enfuis. »« Léo, j'ai compris. Ils vont te faire partir. Alors je pars le premier. » Élise s'agenouilla à côté de lui. « Tu ne peux pas faire ça. Mais je peux choisir, tu te souviens. » « C'est ce que papa a dit. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne pars pas. Pas maintenant. »« Promis ? » ?»« Je promets que je vais essayer de me battre, mais j'ai besoin que tu m'aides. »« Comment ? » ?»« En restant fort, même quand ils essaieront de t'embrouiller. » Léo tendit la main. Elle la serra. « Alors, c'est un accord ? » ?»« C'est un accord. » Sur la terrasse, Jean-Pierre observait. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux d'Élise. Plus de peur. Maintenant, c'était de la détermination. Le vendredi matin, Élise fut convoquée dans le salon principal du manoir. Cette fois, ce n'était ni Jean-Pierre, ni la chef des services qui l'attendaient. C'était Antoine Dubois, seul, le visage aussi froid que le marbre sous ses chaussures italiennes. Elle entra lentement, s'essuyant les mains sur son tablier de service. « Vous m'avez fait appeler ? Fermez la porte. » Elle obéit. Antoine ne quitta pas des yeux un dossier ouvert sur la table. « Et vous savez ce qui me dérange le plus chez vous ?» Élise resta silencieuse. « C'est cette posture de martyr, ce calme qui semble cacher un jugement, comme si vous étiez au-dessus de la saleté, tout en passant la serpillière sur le sol des autres. » Elle garda le silence. Il fit tourner un stylo entre ses doigts. « Cette situation devient un problème. Mes avocats préparent déjà la demande formelle d'éloignement. Mais j'ai jugé judicieux d'essayer une autre voie. » Il poussa le dossier dans sa direction. Élise regarda. À l'intérieur, il y avait un contrat, un accord de confidentialité et une enveloppe Kraft épaisse. « 100 000 €, dit-il, en argent propre, 3 mois de salaire d'avance et un bonus personnel, le tout déclaré. En échange de quoi, vous disparaissez de ma maison, de la vie de mon fils, de notre histoire, sans bruit, sans exposition. Vous pourrez recommencer où vous voulez. En paix. » Elle lut les documents, ligne par ligne, puis elle leva les yeux. « Vous pensez que tout a un prix ? Non, mais je pense que quelqu'un qui a traversé ce que vous avez traversé comprend la valeur d'une bonne opportunité. » Elle referma le dossier. Resta quelques secondes en silence. « Saviez-vous que la première école où j'ai travaillé avait une mosaïque à l'entrée ?» Antoine fronça les sourcils, sans comprendre. C'était des morceaux de carrelage cassés. Chaque enfant en peignait un, avec sa couleur. On les collait tous ensemble sur un mur gris. On appelait ça le mur des recommencements. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Là-bas, j'ai appris que les choses brisées n'ont pas à être jetées. Il faut juste les regarder différemment. Elle fit glisser le dossier vers lui. « Je passe la serpillière, oui, mais jamais sur ma dignité. » Antoine se leva, irrité. « Vous refusez donc ? » « Avec tout le respect que je vous dois. »« Oui, je ne suis pas à vendre. » Il frappa la main sur la table. « Vous venez de démissionner. »« Non, c'est vous qui me renvoyez. » Dans le couloir, Jean-Pierre attendait. Il vit Élise sortir, le visage ferme, sans larmes. « Et alors, c'est fini. Il vous a renvoyé. J'ai choisi de ne pas me vendre. Maintenant, c'est à lui d'assumer. » Jean-Pierre hocha la tête avec respect. « Le petit va le sentir. » Moi aussi. L'après-midi même, Léo descendit les escaliers et chercha Élise partout. Il ne la trouva pas. Il alla à la cuisine. Aucun signe. Dans la bibliothèque, rien. À la buanderie. Silence.
Il monta en courant dans la chambre de son père. Il frappa violemment à la porte. Où est-elle? Antoine fermait sa valise pour un court voyage de week-end. Élise est partie. C'était mieux pour tout le monde. C'est toi qui l'as renvoyée? Elle a décidé de partir. Mensonge. Antoine s'arrêta. Il regarda son fils d'un œil sec. Tu dois comprendre, Léo. Cette femme n'est pas ta mère. Elle ne l'a jamais été. Et plus tu t'attacheras, plus tu souffriras. Mais elle m'écoutait. Maman aussi m'écoutait. Écouter ne suffit pas. C'est plus que ce que tu fais. Le silence s'installa. Léo prit une profonde inspiration. Puis il dit, si elle est partie, alors je pars aussi. Ne sois pas ridicule. Je suis sérieux. Et tu vas où? Peu importe. Je ne reste pas ici, où personne ne m'écoute. Cette nuit-là, le portail du manoir s'ouvrit discrètement. Un des gardes de sécurité alla voir Jean-Pierre et lui remit un mot laissé dans le jardin. Jean-Pierre le lut, devint pâle. Le petit a disparu. Antoine apprit la nouvelle à l'hôtel des heures plus tard. Comment ça disparu? Il a quitté la maison par le côté, avec un sac à dos et un manteau. Il a fait du stop avec le jardinier, qui pensait que c'était une de vos demandes. Et personne ne l'a arrêté? Personne ne s'est méfié. Le garçon était calme. Calme? Mon fils a disparu. Il raccrocha le téléphone avec force. Pendant ce temps, au bout de la rue, devant une modeste maison du quartier de Belleville, Élise ouvrait la porte en entendant des coups pressés. Léo, le garçon, était debout, les yeux rouges, mais le regard ferme. Je ne savais pas où aller, mais je suis venu ici. Elle s'agenouilla. Mon Dieu, tu vas bien? Maintenant, oui. Elle serra le garçon dans ses bras, longuement. Tu ne peux pas rester ici, Léo. Ton père, il va devoir écouter, parce que j'ai choisi, encore une fois. Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre arriva, essoufflé. Dieu merci, vous allez bien. Son père est au courant? Oui, il va venir le chercher en personne. Ça va empirer les choses, peut-être. Mais maintenant, il va devoir regarder son propre fils et comprendre qu'il a perdu le contrôle. Antoine arriva en voiture à toute vitesse. Il descendit sans dire un mot, se dirigea vers le portail. Il vit Léo sur le canapé. Il vit Élise à côté. Le garçon se leva et vint vers lui. « Papa, si tu m'emmènes loin d'elle, je m'enfuirai à nouveau, autant de fois qu'il le faudra. » Antoine regarda autour de lui. Le quartier simple, le trottoir fissuré, la porte sans peinture fraîche. Mais le regard de son fils était d'acier. « Alors, tu veux vivre ici? Je veux vivre là où on m'écoute. » Antoine resta immobile. Puis, il se retourna simplement, retourna à sa voiture et partit. Élise s'assit à côté du garçon. « Ah, ce n'est pas fini, Léo. Mais il a compris. »« Compris quoi? Que je n'ai pas de prix. » Elle sourit, fatiguée. Moi non plus. Et pour la première fois, ils étaient du même côté, sur un pied d'égalité. 2 jours plus tard, la maison de Belleville reprit vie. Élise avait improvisé une chambre pour Léo dans l'ancien bureau de son frère, un matelas au sol, une étagère avec de vieilles bandes dessinées et une lanterne suspendue au mur. Le garçon semblait à l'aise, libre. Mais ce n'était pas la paix qu'il ressentait, c'était juste l'intervalle entre 2 chocs. Au manoir du bois, le silence était différent. Il était gênant. Il était vide. Sans Léo, la maison était devenue trop grande. Les couloirs résonnaient davantage. Le son du piano, maintenant immobile, semblait une absence visible. Même les réunions d'affaires n'apportaient aucun soulagement. Le 3e jour sans son fils, Antoine frappa à la porte de la chambre d'amis. Personne ne répondit. Il ouvrit et entra. Il vit le portrait que Léo avait laissé sur la table. Un dessin du pont. Encore, la même image qu'il s'obstinait à ignorer. Pendant ce temps, Élise se promenait avec Léo dans les rues proches de l'ancienne école où elle avait enseigné. « C'était l'entrée ici, dit-elle en montrant le portail rouillé. On collait les dessins des enfants ici, sur le mur. Pourquoi ils l'ont fermé? Manque de budget, manque de volonté politique, manque de gens prêts à s'en occuper. » Léo s'approcha de la grille. « Elle pourrait rouvrir? Avec beaucoup d'efforts? Peut-être. Je peux aider? » Elle sourit. « Seulement si tu es prêt à te salir les mains. Je sais déjà laver le sol, tu te souviens? » L'après-midi même,
Jean-Pierre se présenta à la porte de la petite maison, un sac à dos à la main. Il a oublié ça. Je n'ai fait confiance à personne pour le lui apporter. Je l'ai apporté moi-même. Merci, dit Élise. Il va bien? Mieux que jamais. Jean-Pierre la regarda. Puis le garçon. Et vous? Vous allez tenir? Je ne sais pas. Mais je ne suis plus seul. Parfait. Parce que vous allez avoir besoin de témoins. Des témoins? Antoine prépare la demande officielle de garde exclusive. Il va prétendre que vous avez enlevé son fils. Mais il est parti tout seul. Oui, et je vais le confirmer avec le jardinier et le garde de sécurité. Mais il a plus de pouvoir, plus d'influence. Et il a déjà alerté la presse. La presse? Ils vont essayer de salir votre image, faire croire que vous manipulez le garçon. Léo s'avança. Ils peuvent nous écouter? Jean-Pierre sourit. Maintenant, oui. Quelques heures plus tard, une simple vidéo enregistrée avec un téléphone portable commença à circuler sur les réseaux sociaux. Léo, assis dans le salon de la modeste maison, disait calmement « J'ai choisi de rester avec Élise. Personne ne m'a forcé. Elle m'a juste écouté et m'a laissé décider. » En arrière-plan, Élise ne disait rien. Elle écoutait simplement, comme toujours. La vidéo devint virale parmi les employés du manoir, les voisins de l'ancienne école et même d'anciens collègues d'Élise. En quelques heures, des dizaines de commentaires apparurent. « Cette femme a été l'institutrice de ma fille, la meilleure qu'elle ait jamais eue. Je travaillais avec elle, intègre, polie, n'a jamais accepté de pot de vin ou davantage. Cet enfant n'est pas manipulé. Il est sauvé. » Le lendemain, la nouvelle frappa à la porte du manoir. Des journalistes, des micros, des questions incisives. « Monsieur Dubois, qu'avez-vous à dire sur la vidéo de votre fils? Pourquoi le garçon a-t-il choisi de vivre avec l'employé de la maison? Y a-t-il eu un abandon affectif de la part de la famille ?» Antoine tenta d'ignorer. Il monta dans la voiture, ferma la porte. Mais la presse était déjà là. Le même matin, chez Élise, le téléphone sonna. « Direction de l'ancienne école publique de Belleville », dit la voix. « Nous avons vu la vidéo. Le maire a autorisé une réévaluation du projet de réouverture. Pouvons-nous compter sur vous ?» Élise mit du temps à répondre. « C'est sérieux ?» ?»« Ça n'a jamais été aussi sérieux. » Elle regarda Léo. « Tu penses que j'en suis capable? Si tu me laisses peindre le mur ?» Oui. Samedi, Antoine rompit enfin le silence. Il se rendit chez elle, sans garde du corps, sans chauffeur. Il frappa à la porte. Élise ouvrit. « Je suis venu chercher mon fils. » Léo apparut juste derrière elle. « Tu peux écouter d'abord? »« Non, je suis venu te chercher. Ta place est avec moi. Mais je suis bien ici. Ce n'est pas définitif. Je le permets juste par politesse. » Élise croisa les bras. « Vous allez l'emmener de force? »« S'il le faut. » Léo fit un pas en avant. « Tu veux que je vive avec toi? Ou tu veux juste que je ne vive pas avec elle ?» Antoine resta silencieux. « Tu sens mon absence? Ou tu as peur de ce que les gens penseront s'ils ne me voient pas avec toi ?» Silence à nouveau. « Je reste avec ceux qui me rendent meilleur. Et ici, je me suis amélioré. » Antoine ne répondit pas. Il se retourna, marcha jusqu'à la voiture, s'arrêta. « Ce n'est pas encore fini. »« Non, en effet, » dit Élise fermement. « Ça ne fait que commencer. » Le lundi suivant, le portail de l'ancienne école fut rouvert. Élise, vêtue d'un simple t-shirt, tenait la clé dans ses mains. Léo à ses côtés, avec un sac à dos coloré et un rouleau de peinture sur le dos. Jean-Pierre apparut aussi, avec lui, quelques anciens employés du manoir. « Je suis venu aider à peindre, » dit-il. « Je pensais que vous aviez un patron. Maintenant j'ai une cause. Les murs commencèrent à prendre des couleurs. Les livres retournèrent sur les étagères. Les voix d'enfants, peu à peu, revinrent dans la cour. Sur le tableau d'affichage, un mot écrit à la main. Tout pont a besoin de 2 rives. Ici, aucune rive n'est seule. » Antoine reçut la notification officielle à son bureau, demande de médiation affective entre père et fils avec suivi judiciaire. Il froissa le papier. Mais il savait. La guerre publique était perdue. Maintenant, c'était personnel. Et le personnel, il n'avait jamais su le gérer. L'école de Belleville fut rouverte à titre expérimental. Les salles,
encore sans mobilier complet, furent équipés de bancs donnés, de tableaux noirs improvisés et de murs colorés à la craie et à la peinture au doigt, et, au centre de tout, Élise. Elle parcourait le couloir avec un classeur à la main et une planchette avec la nouvelle liste d'inscriptions. Sur le papier, des noms qu'elle n'avait pas vus depuis des années, les enfants d'anciens élèves, des enfants du quartier, même 2 petits-enfants de la cuisinière du manoir du Bois. Léo courait dans la cour avec un groupe d'enfants, plus léger, plus souriant, plus lui-même. La 2e semaine, le réfectoire de l'école devint un point de rencontre. D'anciens employés du manoir commencèrent à apparaître petit à petit. Un jour, Jean-Pierre apporta du pain. Le lendemain, l'ancienne fleuriste de la maison apporta des plants. Le jardinier fit don d'outils. La force invisible d'Élise commençait à se révéler, un réseau silencieux de respect construit par des années d'intégrité. Et Léo était le centre de cette nouvelle petite communauté. « Je peux peindre une autre fresque ?» demanda-t-il, en sueur et essoufflé. « Après ton devoir de maths, » répondit Élise, ferme mais souriante. Il fit la grimace, mais acquiesça. Dans une des salles, Élise organisait de vieux dossiers. Parmi les chemises, elle trouva l'enveloppe de Florence. Le dossier avec les accords proposés par Antoine aux prétendantes. Elle relut tout, page par page. Et là, elle comprit le fil qui reliait tout, le contrôle. Antoine avait essayé de contrôler l'amour de son fils, le choix, l'image de la famille, les femmes autour de lui, même le passé d'Élise. Mais il y avait une pièce qu'il n'avait jamais su déplacer, l'affection spontanée. Ce qui ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se force pas. Elle referma le dossier avec soin et prit une profonde inspiration. De l'autre côté de la ville, Antoine était assis devant une table en verre au bureau central de la holding du Bois. 2 avocats et un conseiller en communication l'accompagnaient. « L'histoire de l'école prend de l'ampleur », dit l'un d'eux. Des élus la citent comme un exemple de projet communautaire modèle. « Je sais », répondit Antoine impatient. « Et maintenant, il y a une campagne sur Internet. Laissez Léo choisir, ça devient viral. Ce qui m'intéresse, c'est la garde, » l'interrompit Antoine. « Où en sont les procédures? La juge désignée a déjà examiné les premières requêtes, mais avec les vidéos, les témoignages et les manifestations publiques, l'affaire est plus émotionnelle que technique. C'est ça, confirma l'avocat. Si ça va jusqu'à un procès public, vous pourriez perdre plus que le droit sur votre fils. Vous pourriez perdre l'image que vous avez mis des décennies à construire. Antoine se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda la ville en contrebas. Alors il est temps d'inverser le jeu. Comment? Nous allons organiser un événement, public, avec la presse. Je vais présenter ma nouvelle compagne. Quelqu'un de respectable, d'admirable, avec un bon historique. Mais qui? C'est déjà en cours. Il retourna à la table. Et je vais inviter Léo. Et Élise, formellement, devant tout le monde. Je vais proposer une réconciliation, un geste de paix. Vous savez ce que ça signifie? Le conseiller hocha la tête. Si elle refuse, elle passe pour l'ingrate. Si elle accepte, elle entre sur mon terrain. Exactement. Cette nuit-là, Élise reçut l'enveloppe. À l'intérieur, le carton d'invitation imprimé sur du papier noble. Dîner de réconciliation et présentation officielle de la nouvelle étape de la famille Dubois. Date, lieu, code vestimentaire et une lettre manuscrite. Le passé nous a divisés, mais la maturité nous appelle à la table. Léo mérite le meilleur des 2 mondes. J'espère votre présence. Antoine. Élise l'a lu 2 fois, puis la montra à Jean-Pierre. « C'est un piège, » dit-il. « Sans aucun doute, » répondit-elle. « Vous allez refuser? Si je refuse, il gagne par le théâtre. Mais si vous acceptez, j'entre en scène avec ma propre vérité. » Dans la cuisine de l'école, Léo remuait une casserole avec l'aide d'un bénévole. « Tu vas au dîner de mon père? »« J'ai été invité, » dit Élise. « Tu as envie d'y aller? »« Pas vraiment. »« Alors pourquoi tu y vas ?» Elle s'accroupit à côté de lui. « Parce qu'on ne peut pas choisir seulement les batailles qui ne font pas mal. Certaines, on les affronte parce que ça a fait trop mal de se taire. » Léo baissa les yeux. « Ça va être bizarre là-bas. Je sais, ça va faire mal. Peut-être. » Il réfléchit un moment. «
Je peux venir avec toi? Tu es sûr? Je veux être là. Pour que tu ne te sentes pas seul. Elle lui touche à l'épaule. On entrera ensemble. De l'autre côté, Antoine ajustait son costume devant le miroir. Une femme élégante aux cheveux grisonnants entrait dans le salon. C'était une juge à la retraite, connue pour sa posture conservatrice et son charisme dans les cercles sociaux. « Merci d'avoir accepté l'invitation, » dit-il. « Je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour le garçon et pour les orphelins qui seront aidés par le fonds caritatif. » Là, bien sûr, bien sûr. Elle s'approcha de la table où les noms des invités étaient disposés. « Vous allez vraiment faire ça devant la presse? Je vais donner une chance de choix public et laisser la vérité se révéler. » Elle le regarda avec une légère ironie. « Faites attention avec la vérité, elle n'a pas de propriétaire. » Antoine se contenta de sourire, sèchement. « Pas aujourd'hui. » Le lendemain, Élise sortit de l'école vêtue d'une robe simple, mais avec assurance. Léo, à ses côtés, portait une chemise avec les manches retroussées. Jean-Pierre les attendait dehors, avec la voiture empruntée à l'un des bénévoles. « Prêt? »« Non, » répondit Élise. « Mais on y va quand même, » compléta Léo. Ils montèrent en voiture et partirent pour le champ de bataille. Le salon du Club du Bois, dans le centre historique de la ville, était bondé. Des lustres en cristal, des arrangements floraux exubérants et un orchestre discret dans un coin composaient le décor qu'Antoine avait préparé avec une précision chirurgicale. Caméras positionnées, journalistes invités, influenceurs discrètement infiltrés. Au fond, une longue table ronde avec le blason de la famille, sculpté en doré. Au centre, la chaise d'Antoine. À sa gauche, une place réservée pour Léo. À droite, le siège d'honneur, réservé pour l'invité surprise de la soirée. Élise. Elle arriva d'un pas calme mais ferme. Elle portait une simple robe bleu marine avec une ceinture grise à la taille. Les cheveux attachés en un chignon net. Rien d'extravagant mais impossible à ignorer. À ses côtés, Léo marchait droit, lui tenant la main. Derrière eux, Jean-Pierre, en costume sombre, observait discrètement les visages présents. Il savait que personne n'était là juste pour dîner. Tous voulaient voir du sang, une victoire ou un scandale. Élise et Léo s'assirent à la place indiquée, sans rien dire. Antoine les observait, un léger sourire diplomatique aux lèvres. « Je suis heureux que vous soyez venus, » dit-il, rompant le silence d'un ton théâtral. « Nous sommes venus pour Léo, » répondit Élise, sèchement. « Et pour vous-même, c'est une occasion rare. » « De quoi ? » « De laver votre image. Devant des gens importants. » Elle le fixa. « Mon image n'est pas ce qui est sale ici. » Le dîner commença. Plat raffiné. Musique douce. Conversations étouffées. Antoine mit un point d'honneur à présenter sa nouvelle compagne. La juge à la retraite, élégante, à l'élocution parfaite. Elle parlait avec douceur, mais ses yeux balayaient tout d'un regard calculateur. « Je suis enchantée par le dévouement de M. Dubois à la philanthropie, » dit-elle. « La famille a toujours eu un engagement envers la communauté, » répondit Antoine. Élise déglutit. Léo garda les yeux fixés sur son assiette. Au milieu du dîner, un des conseillers fit un signe à Antoine. C'était le moment. Il se leva, tenant une coupe. « Amis, famille, partenaires, aujourd'hui, nous célébrons un nouveau cycle, un cycle de réconciliation, de reconstruction. » Les lumières s'ajustèrent légèrement. Quelques caméras se positionnèrent. Ces derniers mois, notre famille a fait face à des défis émotionnels et publics. Mon fils, encore en deuil, a été exposé à une réalité qui a échappé à notre contrôle. Élise garda un visage neutre. Mais aujourd'hui, je veux offrir à tous une preuve de maturité et de courage. Il se tourna vers Élise et Léo. Ce soir, j'invite publiquement mon ancienne employée, Élise Moreau, et mon fils, Léonel Dubois, à faire ensemble un pas vers l'harmonie. Pour Léo, pour l'avenir. Il tendit la main à Élise. « Acceptez-vous de vous asseoir avec moi, officiellement, à la table de la famille ?» Un murmure parcourut le salon. Élise se leva. Tous les yeux étaient sur elle. Elle regarda Léo, puis la juge. Alors, elle répondit « S'asseoir à votre table, comme une pièce de votre jeu, ce n'est pas de la réconciliation.
C'est de la domestication. Antoine ne perdit pas son sourire. Vous refusez donc? Je refuse d'être un personnage de votre théâtre. Vous dites donc que vous ne voulez pas la paix? Je dis que la paix ne s'impose pas avec des flashs de caméra et des couverts en argent. La paix commence par l'écoute. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez jamais fait. Léo se leva lentement. Je peux parler. Tout le monde se tut. La juge acquiesça. Parle, Léo, dit Antoine, essayant de garder le contrôle. Le garçon prit une profonde inspiration. J'ai vu beaucoup de gens me traiter comme un objet, comme une partie d'un jeu de grands. Mais personne ne m'a demandé ce que je ressentais vraiment. Nous te le demandons maintenant, dit la juge. Léo la regarda. Alors, je veux raconter une histoire. La musique s'arrêta. Les caméras se concentrèrent sur lui. Quand ma mère est morte, mon père a mis ma photo dans un nouveau cadre. Il a fait faire une fresque avec de belles phrases. Mais il a fermé ma chambre à clé pendant des mois. Il disait qu'il fallait aller de l'avant. Antoine fronça les sourcils. Léo, non papa. Maintenant, tu vas écouter. Le garçon se tourna vers les invités. Je ne pleurais pas par honte, je ne parlais pas par peur. Et personne ne s'en rendait compte. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a parlé sans rien attendre en retour. Quelqu'un m'a écouté quand je n'avais plus de voix. Il regarda Élise. Elle ne m'a jamais promis de jouet, ni de voyage, juste sa présence. La juge observait avec attention. Je l'ai choisie, elle, et je la choisis à nouveau, même si elle n'est pas ma mère. Même si elle reste juste à proximité, parce qu'elle m'a aidé à me souvenir que j'existais. Silence absolu. Léo sortit un papier de sa poche. Et maintenant je veux lire quelque chose. C'était une lettre. Cher Léo, si un jour tu te sens seul, écoute les sons qui ne font pas de bruit. La brise, les pas légers, le rire retenu. Ce sont des signes qu'il y a encore de l'amour dans le monde. Je t'aime. Maman, il leva les yeux. Ma mère a laissé ça à sa tante. Papa ne m'a jamais laissé le lire. Mais maintenant, je choisis d'écouter. Il posa la lettre sur la table d'Antoine. Tu voulais que j'accepte une autre mère, mais ce dont j'avais besoin, c'était juste de quelqu'un qui ne m'efface pas. La juge prit une profonde inspiration, retira ses lunettes. Monsieur Dubois, face à cela, je crois que nous avons quelque chose de plus sérieux à discuter que du marketing familial. C'est de la manipulation, tenta de dire Antoine. Cette lettre a pu être falsifiée. J'ai l'écriture de ma mère sur d'autres billets, dit Léo. Je peux le prouver. Et le garçon a du discernement, ajouta la juge. C'est clair, il est lucide. Élise s'approcha de la table, pas avec colère, avec une compassion ferme. Vous pouvez continuer avec votre empire, vos chroniques mondaines, vos contrats, mais comprenez bien, l'affection ne s'enregistre pas chez un notaire. Elle se construit en silence, jour après jour. Elle se retourna pour partir. Viens, Léo. Léo regarda son père. J'espère qu'un jour, toi aussi tu seras écouté. Et il sortit main dans la main avec Élise. Antoine resta figé, sans applaudissements, sans fête. Pour la première fois, seul à sa propre table. Antoine resta assis à la table pendant de longues secondes après le départ d'Élise et Léo. La salle n'applaudit pas, ne se manifesta pas. Elle resta simplement là, respirant le silence qu'il avait lui-même créé. La juge soupira et ajusta son sac. Je comprends la douleur de la perte, monsieur Dubois. Mais la douleur ne justifie pas l'inhumanité. Elle se leva, laissa sa coupe sur la table et partit sans se retourner. Hugo prit son verre mais ne but pas. Ses yeux fixaient la lettre sur la nappe. L'écriture petite, penchée, qu'il reconnaissait et qu'il avait pris soin de cacher. Écoute les sons qui ne font pas de bruit. Il plissa les yeux comme pour arracher ce souvenir de son esprit. Dans la voiture, Léo posa sa tête sur l'épaule d'Élise. Tu pensais qu'il allait changer? Je pensais qu'il allait écouter, mais il n'écoute personne. Et parfois, il faut du temps pour comprendre ce qui est vrai. Et il y a des gens qui ne comprennent jamais. Léo ferma les yeux. Elle lui passa doucement la main dans les cheveux. Tu as été très courageux. Toi aussi. On l'a été ensemble. Le lendemain matin, les journaux affichaient des titres discrets, mais acérés. Le fils d'un magnate dément son père lors d'un dîner de réconciliation. Une lettre laissée par une mère défunte émeut et devient une preuve dans un conflit de garde. Élise Moreau
de femme de ménage à référence d'affection et d'éducation. Mais la nouvelle la plus percutante ne venait pas des gros titres. Elle venait des réseaux sociaux. Une vidéo amateur, filmée par l'un des serveurs du dîner, avait capté l'intégralité du discours de Léo. Et plus encore, le silence d'Antoine, la lettre sur la table, le départ de la juge. La vidéo dépassa les 100 000 partages en 2 jours. Parmi les commentaires, un schéma se dessinait. Ce garçon a parlé au nom de nombreux enfants. L'amour ne s'achète pas. Cette femme vaut plus que n'importe quel CV. Quelle honte, Antoine Dubois. Au bureau de la holding Dubois, l'ambiance s'était dégradée. Réunions annulées, propositions suspendues, partenaires se retirant. La fondation humanitaire va geler les financements, dit le conseiller juridique. Ils ne veulent plus être associés à votre image. C'est temporaire. Non. Les actions chutent. Votre marque est devenue synonyme d'autoritarisme émotionnel. Le conseil d'administration souhaite que vous vous mettiez en retrait pour une durée indéterminée. Antoine serra les dents. Il me jette, il vous écarte avant de tout perdre. À cause d'une femme, à cause de votre arrogance. À l'école de Belleville, la nouvelle arriva comme un vent chaud d'été. Il est tombé ? Demanda Léo. Élise ne répondit pas immédiatement. Il a perdu du terrain. Ah, il a perdu? Pas comme on l'imagine, mais oui, il est tombé de la tour d'où il pensait tout diriger. Léo réfléchit un instant. Tu penses qu'il va vouloir se venger? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. La vérité n'a pas peur de se répéter. Cet après-midi-là, une notification judiciaire fut livrée à l'école. Jean-Pierre reçut l'enveloppe. Ordre de retrait. Retrait? La procédure de garde est suspendue. Et la tutelle temporaire de convivialité vous a été accordée. Quoi? La juge a estimé que le garçon est émotionnellement stable, en sécurité et participatif sous votre garde. Elle a préféré ne pas statuer maintenant, mais elle vous a donné l'espace qu'il a demandé. Élise s'assit sur un des bancs du couloir. Léo courut vers elle. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné du temps. Du temps pourquoi? Pour vivre, sans peur. Léo sourit. Il courut le raconter à ses camarades. Le soir, chez elle, Élise s'assit sur le petit balcon avec une tasse de thé. Elle regardait la rue calme, éclairée par de vieux lampadaires et des fenêtres allumées. Jean-Pierre apparut, un journal plié à la main. J'ai apporté ça. Elle lut le gros titre. L'ex-magnate du contrôle émotionnel se retire de la présidence. Elle ne dit rien. Vous avez gagné. On a survécu. Mais c'est aussi une forme de victoire. J'espère juste qu'il a appris. Tout le monde n'apprend pas. Mais maintenant, il va devoir vous voir briller, sans demander la permission. Le lendemain matin, l'école fut le théâtre d'un petit événement communautaire. Parents, élèves et voisins se réunirent pour la journée du pont. Léo monta sur la scène improvisée, prit le micro. On a construit un pont ici, avec de la peinture, des livres, du temps et de l'affection. Il désigna Élise. Elle m'a aidé à retraverser vers l'endroit où mon cœur habite. Des applaudissements retentirent dans la cour. Élise se leva. Les applaudissements redoublèrent. Au fond, parmi la foule, un homme en costume observait de loin. Antoine. Il ne s'approcha pas. Il regarda seulement. Léo le vit. Il est là. Je sais, répondit Élise. Tu vas lui parler? Non, pas aujourd'hui. Léo fit un signe de tête à son père. Antoine lui répondit par un léger hochement de tête. Et il partit, seul. Plus tard, Élise trouva sur la table du salon une enveloppe blanche. C'était l'écriture d'Antoine. À l'intérieur, une seule feuille avec quelques mots. Je ne sais pas comment revenir, mais je voudrais savoir comment commencer. Elle rangea la lettre dans un tiroir. Pas par espoir, mais par respect. Le soir même, Léo prit la main d'Élise alors qu'il regardait un vieux film à la télé. « Merci de ne pas avoir abandonné. C'est toi qui n'as pas abandonné pour moi. » Il posa sa tête sur son épaule. « Tu crois que ce sera toujours comme ça maintenant? » « Comme ça comment? » « Calme, juste, libre. » Elle réfléchit un instant. « Peut-être pas toujours. Mais maintenant, on connaît le chemin. Et ça change tout. » Il hocha la tête, les yeux se fermant lentement. Au manoir, Antoine regardait la table à manger. 2 coupes, 2 assiettes. La chaise de Léo, vide. Il ferma les yeux. Pour la première fois, sans se presser,
et il écouta le son de l'absence. Sans caméra, sans musique, sans pouvoir, juste le silence. Et peut-être un commencement. La routine de l'école de Belleville avait changé. Il y avait maintenant une file d'attente devant la porte, avant 7 heures. Mères, pères et grands-parents déposaient les enfants avec un sourire qui venait du cœur. Les murs étaient couverts de fresques colorées. Il y avait des fleurs dans les parterres, des livres empilés grâce aux dons, et des voix, beaucoup de voix, qui occupaient l'espace resté vide pendant des années. Élise arrivait tôt. Elle vérifiait chaque détail du réfectoire, des salles, de la coordination. Mais contrairement à avant, ce n'était pas la peur ou la tension qui la motivait. C'était le soin, le sentiment d'appartenance. Elle n'était plus seulement la femme qui nettoyait. Elle était celle qui coordonnait, écoutait, décidait et enseignait à nouveau. Dans la salle de lecture, Léo organisait les livres avec 3 camarades. « Cette étagère a besoin de noms, dit-il. « Des noms ? Oui, comme l'étagère de l'imagination. Ou le coin des mots, les enfants rirent. Approuvèrent. Élise, qui écoutait depuis la porte, sourit sans entrer. Elle ne voulait pas interrompre. Là, Léo n'était qu'un garçon avec des idées. Jean-Pierre passait tous les mercredis. Il ne travaillait plus au manoir. Il avait démissionné le lendemain du dîner. Maintenant, il s'occupait d'une partie des achats de l'école et donnait des cours de bonne manière aux classes les plus âgées, à sa façon. Savoir utiliser des couverts n'est pas de la préciosité, disait-il en faisant tourner une cuillère de manière exagérée. C'est de la stratégie. Vous trompez le monde avec un bon geste et une parole aimable. Les enfants adoraient, et il adorait les enfants. Un samedi matin, Élise organisait les archives de la direction quand elle trouva une boîte en bois avec de vieux papiers. Parmi eux, des billets que les enfants avaient écrits des années auparavant. « Merci de m'avoir appris que je pouvais penser. Tu es comme une maman sans punition. Madame, vous ne criez pas pour enseigner. » Elle referma lentement le couvercle. Dehors, Léo lavait des pinceaux utilisés pour un nouveau projet de peinture sur le mur. Quand il vit Élise sortir, il l'appela. « Viens voir. » Elle s'approcha. Sur le mur, un nouveau pont était peint, plein d'empreintes de pas colorées le traversant d'un côté à l'autre. « C'est le pont des choix, » dit-il. « Chaque empreinte est un enfant qui a choisi d'apprendre. » Elle toucha l'une des empreintes, encore fraîche. « Quelle est ma couleur ?» Léo montra une empreinte bleue, au centre. « Celle-ci, parce que le bleu, c'est la couleur de ceux qui arrivent doucement, mais qui changent tout. » À midi, une voiture noire s'arrêta discrètement devant l'école. C'était Antoine. Il ne descendit pas. Mais il resta quelques minutes à regarder par la fenêtre. Il vit Léo jouer avec d'autres enfants. Il vit Élise discuter avec une mère riant légèrement. Il vit Jean-Pierre porter 2 caisses de livres donnés. Puis, il démarra la voiture sans klaxonner. La semaine suivante, une lettre fut déposée au secrétariat. Elle venait de lui, adressée à son propre fils. Élise la lut avant de la lui donner. Par sécurité, mais aussi par soin. « Léo, je ne sais toujours pas être un père comme tu en as besoin. Mais aujourd'hui, je sais qu'on n'éduque pas avec l'absence et la rigidité. Je t'ai vu grandir sans moi, et ça m'a fait mal. Je ne demande pas de revenir, je demande juste d'essayer. Quand tu seras prêt, je serai là. Ton père, Antoine. » Elle lui tendit la lettre en silence. Léo la lut, ne pleura pas, la rangea simplement dans sa poche. « Tu vas répondre ?» Un jour, le dimanche, Élise se promenait au marché du quartier avec Léo. Ils achetaient des fruits, des graines, des livres d'occasion. Plusieurs voisins les saluaient. Certains proposaient leur aide. D'autres souriaient simplement avec respect. « Tu as remarqué ?» demanda Léo. « Quoi ? Les gens te regardent différemment maintenant. Peut-être parce que maintenant je me laisse voir. » Il lui serra la main. « Je ne t'ai jamais vue petite. » Elle le regarda, émue. « Moi non plus. » Le lundi, une enveloppe spéciale fut livrée à l'école. Elle venait de la mairie. Elle confirmait que l'école communautaire de Belleville recevrait des fonds pour son officialisation en tant que projet pilote d'éducation citoyenne. La signature était celle du maire lui-même. Élise apporta le papier au tableau d'affichage de l'entrée. Le fixa avec une punaise.
Tout le monde applaudit. Ce soir-là, assise sur le canapé avec un thé tiède dans les mains, elle pensait à tout ce qui s'était passé. L'humiliation, le silence, la tentative d'achat, la perte de son emploi, la reconquête de sa propre voix. Léo apparut, déjà en pyjama. « Tu te couches tôt ce soir ?»« Ce soir, oui. Je peux dormir dans ton lit ?»« Bien sûr. Même si je donne des coups de pied de temps en temps, surtout. » Ils rirent tous les deux. Il se blottit à côté d'elle. Ils restèrent en silence quelques minutes. « Quand as-tu su que tu voulais rester ?»« Quand j'ai réalisé que j'y étais déjà. Moi aussi. » Plus tard, pendant que Léo dormait profondément, Élise prit un cahier et écrivit calmement, ligne par ligne. Pour tous les enfants qui ont été forcés de choisir ce qu'ils ne ressentaient pas, et pour tous les adultes qui, un jour, auront le courage de les écouter. Elle ferma le cahier, éteignit la lumière, sourit, pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'enfin, elle était en paix, 8 mois plus tard. L'école de Belleville n'était plus une expérience, c'était une référence. Le portail d'entrée arborait une nouvelle plaque, école citoyenne Camilla Dubois, nom choisi par Léo, en hommage à la mère partie et à la mémoire qui demeurait. Sur le mur latéral, une nouvelle fresque. Le pont, aux empreintes colorées, menait maintenant jusqu'au sommet d'un arbre touffu peint à la main. Au sommet, une cabane en bois avec une fenêtre ouverte, symbole de ce qui avait été conquis. Élise portait maintenant un badge différent. Directrice pédagogique. Mais personne ne l'appelait ainsi. Dans la salle des professeurs, c'était juste Élise. Dans le couloir, Madame. Sur le tableau d'affichage, celle qui écoute. Et c'était très bien. Les titres ne l'avaient jamais motivé. Léo portait maintenant un uniforme. Il avait un peu grandi. Sa voix changeait. Mais l'éclat dans ses yeux était le même. Le premier jour du nouveau semestre, il tendit une enveloppe à Élise, avant le cours. « C'est mon devoir d'histoire. » Elle l'ouvrit avec soin. C'était un texte court, écrit à la main, avec une écriture encore un peu maladroite, mais ferme. Le pont que j'ai traversé était fait d'écoute. Une partie était de silence. L'autre, de courage. Quand tout s'est effondré, quelqu'un m'a offert un sol ferme, et c'est sur ce sol que j'ai réappris à marcher. Elle le regarda, émue. « Je peux le coller sur le mur ? Ce sera la première chose que tout le monde lira cette année, » répondit-elle. À la sortie, Jean-Pierre passa avec un bouquet de fleurs à la main. « Un cadeau de la mairie, » dit-il en le lui tendant. « Reconnaissance pour l'éducation la plus humanisée de la région. » Des fleurs ? Élise rit. « Ça, c'est nouveau. Vous changez le monde. Un enfant à la fois. J'ai juste écouté quand plus personne ne voulait le faire. Et ça a tout changé. » Elle prit le bouquet et regarda autour d'elle. C'était une autre vie, faite non pas de trophées, mais de temps, de patience et de gens. Des gens qui sont restés, qui ont choisi, qui ne se sont pas vendus. La dernière sonnerie retentit. Les enfants coururent. Le son était fort, joyeux, plein. Léo accourut vers elle. « On rentre à la maison ? On y va. » Et ils partirent, côte à côte. Elle n'a pas gagné en criant. Elle a gagné en restant.